avec nous pour le grand débat dont on va plus loin. Florent Vadillo, bonsoir, président du think tank L'Hétairie. Gilles Finkelstein, bonsoir, directeur général de la Fondation Jean Jaurès et co-auteur de ce livre, Inventaire 2012-2017, retour sur un quinquennat anormal. Dominique Bertinotti, bonsoir, vous étiez ministre de la Famille sous François Hollande et vous êtes aujourd'hui porte-parole de Génération. Et Pierre Jacquemin, bonsoir, bienvenue à vous également, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à tous les quatre. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais comme ça va un peu dans le sens de l'inventaire sévère du quinquennat Hollande, je voudrais vous montrer un extrait du documentaire Événement qui sera diffusé sur Public Sénat le 16 février prochain. Ça s'appelle L'adieu à Solferino. On y découvre des anecdotes assez éclairantes et je voudrais qu'on écoute celle d'Arnaud Montebourg en quelques secondes. La fracture du quinquennat a eu lieu ce soir-là. Elle a eu lieu dans ma tête, elle a eu lieu dans la tête de tous ces gens qui ont compris que les socialistes, ça ne servait à rien. Florent Vadillo, la gauche en morceaux aujourd'hui, est-ce que c'est entre autres à cause de ça, à cause de promesses non tenues, notamment par François Hollande ? Alors, elle est d'abord en morceaux parce qu'électoralement, il y a eu une défaite cuisante et surtout, il y a eu une défaite qui n'a pas fait basculer le balancier à droite, mais sur une force tierce qui a profondément déstabilisé les repères. Donc, la faute classiques. à Macron, on a compris. Non, pas du tout. Non, mais ça, d'abord, non, mais il y a un aspect électoral qui est majeur, qui explique qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté. Ensuite, le quinquennat de François Hollande a été effectivement très compliqué, mais pas uniquement en raison de la politique qui a été conduite. La politique peut être sujette à caution, il y a plein de points. Olivier Faure a parlé de trahison sur la loi travail, sur l'échéance de nationalité. Il y a eu aussi, de la part du président Hollande, un manque d'explication de la ligne qu'il voulait imprimer sur certaines réformes, que les gens comprenaient de manière assez impressionniste. Et puis il y a eu des changements pieds radicaux au sein du quinquennat. On ne peut pas avoir dans un même quinquennat la loi Hamon et Duflot en début de quinquennat, puis la loi Macron, la réforme Taubira sur la contrainte pénale, puis le durcissement des aménagements de peine et de la politique carcérale à partir des attentats. Donc il y a eu un véritable un errement en quelque sorte idéologique et politique. Néanmoins, je pense qu'il faut se défier de reconstruire l'histoire a posteriori et surtout en fonction de l'état actuel des forces politiques. Le phénomène des frondeurs ne s'explique pas que par des questions politiques. Il y a aussi beaucoup de sociologie politique, de jeux d'acteurs, etc., avec une discipline de parti qui est quand même moins forte dans les partis de gauche que de droite. Et puis, il faut aussi reconnaître que les choix de personnel politique, notamment de Premier ministre, qui ont été réalisés, ont pu être extrêmement clivants et maladroits vis-à-vis d'une majorité et qui a été ensuite assez traumatisée par une conduite politique. Donc, je ne matine pas l'aspect politique idéologique fort, mais il y a d'autres critères explicatifs qui peuvent conduire à la situation d'aujourd'hui. Gilles Finkelstein, quelle est votre vision sur cette responsabilité du quinquennat Hollande ? Vous voyez le titre qu'on a mis, la gauche en morceaux, la faute à Hollande, point d'interrogation. Est-ce que c'est la question que vous vous posez ? Non, c'est la question qu'on s'est posée puisque, comme vous le savez, la Fondation Jean Jaurès, pendant de longs mois, est revenue sur ce quinquennat. On a publié au mois d'octobre dernier un gros rapport dans lequel on avait associé une soixantaine d'experts, de responsables politiques qui ont participé et sur un spectre très large à ce quinquennat, en offrant ce qu'était notre lecture, ce n'était pas une lecture collective, la faute à Hollande. Évidemment, François Hollande est président de la République. Quand la gauche passe de 2012, une situation dans laquelle jamais dans toute son histoire elle n'avait disposé d'autant de pouvoirs locaux et nationaux, à une quasi-disparition en 2017 ou à un risque de disparition en 2017, le président de la République ne peut pas ne pas être le premier responsable. Est-ce qu'il est le seul responsable ? Sans doute pas, mais évidemment qu'il y a une responsabilité éminente du président de la République. Moi, je crois que c'est bien que le Parti socialiste ait fait à son tour le bilan de ce quinquennat, parce que... Certains parlent d'un acte de contrition aussi, qui est un peu malvenu. Mais, un peu malvenu. Je ne sais pas si c'est un acte de contrition, en tout cas, qui est un regard aussi lucide que possible, qui soit porté sur ce quinquennat, c'est le moins qui puisse être fait si le Parti socialiste et plus largement la gauche veut essayer de repenser la suite. Donc je crois que c'était bien que ce travail-là soit fait. Il a été fait, c'est une lecture politique par le premier secrétaire du Parti socialiste. On a fait un travail qui était d'un registre différent parce qu'on est une fondation de réflexion, mais il faut essayer d'aller au fond de ce qui s'est passé avec les aspects positifs et aussi les points noirs. Dominique Bertinotti.
Moi, je vais être beaucoup plus simple que mes prédécesseurs. Je pense que le drame, c'est que la gauche a oublié d'être de gauche, que c'est un phénomène qui a pris son apogée au moment du quinquennat de François Hollande, mais qui a une antériorité. Et la responsabilité du Parti socialiste, à ce titre-là, et de nous, car j'ai appartenu à ce parti pendant très longtemps, a fait qu'il y a eu un assoupissement idéologique. On s'est laissé finalement un peu balloter par nos idées très, très classiques, sans voir les mutations et la profondeur des mutations écologiques, démocratiques, sociales, et que du coup, on a été conduit de 2012 à 2017 à faire une politique en particulier économique et sociale qui n'est plus de gauche, qui est du social-libéralisme, et que, d'une certaine façon, moi j'ai envie de dire rétrospectivement, finalement, ça n'est pas surprenant de la part de François Hollande. Il a été quelque part fidèle à sa propre tradition. Simplement, il y a une distorsion totale entre les attentes d'un peuple de gauche et ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. Pierre Jacquemin, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on se pose quelques questions. La gauche, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs encore dire la gauche ? Pour que nos téléspectateurs y voient clair, je voudrais qu'on regarde un tableau des différents courants qui existent à gauche aujourd'hui. On a Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. On a Olivier Faure, premier secrétaire du PS. On a Benoît Hamon, patron du jeune mouvement Génération. On a Yann Brossat qui va représenter le PCF aux Européennes. Et puis on a Raphaël Glucksmann avec Place Publique. Lui déplore la désunion de cette gauche et c'était sur France Info. Écoutez. Avoir 4 listes qui disent exactement la même chose et qui disent il faut une Europe écolo, démocratique et sociale. Je veux dire, pour moi, c'est lunaire. Donc à mon avis, à un moment, il faut mettre les logiques d'appareil, les logiques d'ego de côté et voir si sur le fond, il peut y avoir une plateforme commune. Dans 2 mois, eh bien, il y aura une seule liste parce que c'est pas tenable. Moi, je fais confiance à l'intelligence collective. C'est ça ou la mort de la gauche ? Mais bien sûr, c'est ça ou la mort de la gauche. Et effectivement, quand on regarde les derniers sondages pour les européennes, une gauche désunie ne pèsera rien aux européennes. Prenons la dernière enquête ELAB avec une liste des gilets jaunes, je précise. Et pour une fois, on va regarder le bas du tableau, puisque c'est là que les partis de gauche se trouvent. La France Insoumise est à 9,5% d'intention de vote, le PS à 6%, Génération à 2% et le PCF à 2%. Finalement, la gauche au singulier a complètement disparu, Pierre Jacquemin. En tout cas, ce qui est frappant dans ce sondage, c'est qu'il n'y a aucun des mouvements de gauche qui franchit le cap des 10%, qui franchit le cap des scores à 2 chiffres. Et ça, c'est assez inquiétant. Et effectivement, ça doit interroger la gauche. Mais vous avez raison de poser la question, c'est quoi la gauche ? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui à partir du moment où, effectivement, il y a tout un peuple de gauche qui s'est réjoui de l'élection de François Hollande et qui ne s'est pas retrouvé dans le quinquennat de François Hollande. Et aujourd'hui, effectivement, la question du « est-ce qu'on est de gauche aujourd'hui ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle doit être au cœur de notre réflexion. Et je pense que, pour revenir justement à François Hollande, une des premières choses qu'il ait faites quand il a été élu premier secrétaire du Parti socialiste, ça a été d'externaliser la pensée, externaliser le club de ceux qui réfléchissent, de ceux qui pensent, de ceux qui renouvellent les idées. Et je pense que le quinquennat de François Hollande a été aussi la démonstration d'un quinquennat où on ne pensait pas, où on n'avait pas de vision, on ne savait pas ce que c'était qu'être gauche. Externalisé par des think tanks, par des penseurs indépendants, mais aussi par des lobbyistes qui ont été aussi souvent des personnes qui ont soufflé à l'oreille de François Hollande. Et je pense que le quinquennat de François Hollande a aussi péché de l'absence d'idées, de l'absence de conviction, et aussi parce qu'il y a eu toute une génération qui a émergé sous le quinquennat de François Hollande, qui sont ce qu'on appelle des technocrates ou des énarques, qui sont souvent assez déconnectés des réalités et de ce que veulent aussi les Français qui souffrent d'une précarité rampante. Et que donc ce côté gestionnaire a aussi fragilisé et a aussi perturbé le quinquennat de François Hollande. Mais là où a raison Raphaël Glucksmann, je le rejoins sur son analyse, c'est vrai qu'on s'apprête à vivre une élection européenne où on va avoir des mouvements de gauche qui vont raconter à peu près la même chose sur la question démocratique. Effectivement, tout le monde nous dit qu'il faut un nouveau souffle démocratique à l'échelle européenne, qu'il nous faut une nouvelle ère écologique et que ça doit être la priorité de toutes les priorités et que donc du coup, il faut mener des vraies politiques écologistes. Et puis évidemment, la question sociale qui doit être au cœur de la pensée de gauche.
gauche. Et donc, il a raison. Comment voulez-vous que l'électeur, aujourd'hui, s'y retrouve? Par ailleurs, on ne peut pas non plus penser la gauche en termes d'arithmétique. On ne peut pas penser la gauche, je finis juste là-dessus, on ne peut pas penser la gauche en termes d'arithmétique. Il ne s'agit pas d'additionner les scores de toute la gauche pour savoir que ça fera peut-être plus que Macron. Hélas, pas. La politique, c'est aussi une affaire de dynamique. Et c'est là où, aujourd'hui, les responsables politiques ont une responsabilité. C'est aussi de créer une dynamique sur une base programmatique, sur une base d'idées nouvelles aussi. Le monde a changé. Moi, je crois quand même qu'il faut se méfier de ce qui apparaît comme du bon sens. C'est-à-dire vous montrer, toutes les listes se font des scores et il suffit de s'unir et la gauche. Moi, j'aimerais beaucoup croire à ce scénario. Bien sûr qu'il nous faut de l'unité, mais de l'unité pour faire quoi ? Or, c'est bien ça le problème qu'a pointé le quinquennat de François Hollande, c'est quel était le cap, quelle était la direction, quel était le choix en matière écologique, quel était le choix en matière parlait économique. d'errement tout à l'heure, justement. Je ne sais pas si c'est des errements, en tout cas, c'est une dérive comme ça vers cette sorte de pensée unique où on raisonne qu'en termes de dette, qu'en termes de pourcentage de PIB. Moi, j'ai assisté au Conseil des ministres, il n'y avait pas un Conseil des ministres où on ne parlait pas de chiffres, de pourcentage. La politique n'est pas que cela. Or, effectivement, nous avons eu le summum du summum avec un président très gestionnaire. Mais pourquoi a-t-il été aussi très gestionnaire ? Parce qu'on avait un parti qui a déserté le combat idéologique. Et aujourd'hui, pour terminer sur le propos de Raphaël Glucksmann, l'unité ne peut se faire que si véritablement... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit « on pense tous la même chose ». Ça serait tellement bien si on pensait tous la même chose. Je ne suis pas sûre que sur la lecture que l'on fait du travail de demain, sur la lecture que l'on fait de la transition écologique... Mais c'est ça qui rend un peu la gauche illisible aujourd'hui. ...de l'Europe, on est sur la question des migrants, on est à gauche exactement les mêmes regards. Mais c'est pour ça que je pose la question ce soir. Qu'est-ce que la gauche se fait clairement sur des bases claires et recréera cette dynamique, ou bien, il n'y aura pas d'unité parce que il ne suffit pas. Les électeurs sont des êtres pleins de bon sens. Il ne suffit pas de dire ça va permettre à un tel et avoir de sortes de tambouilles politiciennes pour que la gauche se reconstruise. Laurent Badiou, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? Quel est le leader qui incarne cette gauche aujourd'hui ? Je crois que c'est la question principale, elle est celle-là. Il y a évidemment une question de programme, de base idéologique qui manque aujourd'hui. Mais a-t-elle vraiment été si présente que ça lors des élections précédentes ? Moi, je prends un exemple, mais peut-être vais-je faire bondir Dominique Bertinotti. La lettre aux Français de François Mitterrand en 1988, on ne peut pas considérer que ça soit un monument de la gauche socialiste militante. Et pour autant, ça fonde... Oui, mais c'était le destin européen. Certes, mais en tout cas, on ne peut pas considérer que ça a été vraiment un monument de socialisme militant. Pour autant, le président a été élu, bien élu, et il a même essayé de tempérer la majorité issue des législatives. Et c'est ça qui manque, c'est une incarnation. Car finalement, aujourd'hui, on est dans une logique d'acteur où personne n'arrive à montrer à la fois un chemin et à simplifier la complexité du monde. Et il n'y a aucun acteur qui aujourd'hui est en mesure de proposer un destin qui même pas Jean-Luc Mélenchon ? Mais pas plus que les autres. Jean-Luc Mélenchon a été très haut, effectivement, dans la faveur de l'opinion publique. Mais l'exercice, en quelque sorte, de sa fonction de leader d'opposition l'a abîmé, parce qu'on a vu toutes les contradictions qui le travaillaient, les emportements qui les travaillaient. Et une fonction de tribun exercée dans des élections, ça peut être très appréciable lorsqu'on a besoin avec ce culte du chef que l'on recherche. Il faut certes en finir avec le culte du chef, mais ce que je dis, je ne dis pas qu'un chef doit imposer ses idées. Je pense que la politique est aussi une matière d'incarnation. Et je veux bien qu'on en finisse avec cette politique du chef. On a une 5e République qui est extrêmement personnalisé. Et même Jean-Luc Mélenchon, qui veut l'abattre, reconnaît qu'il faut tout de même passer par la personnalisation. Pour le moins. Donc commençons par porter des idées, à créer une unité dans le fait de porter des idées, et ensuite on pourra passer, je pense, à une autre étape, si on veut passer une autre étape. Et c'est pour ça que je veux dire, et j'en finirai par là, que l'état de déréliction actuel de la gauche, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de leader qui est en mesure d'émerger. Mais je comprends que... le Mitterrand des années 2019, Gilles Finkelstein. Oui, c'est pas si simple. Je pense qu'il manque évidemment l'incarnation, mais qu'il ne manque pas que cela. Et que le problème est plus profond. Il manque
un projet et il manque une volonté de travailler ensemble. Quand on regarde sur une longue période l'histoire de la gauche, il y a eu, avant même la création de la SFIO en 1905, des forces centrifuges qui étaient très fortes. Il y avait plein de partis. Et puis, ça s'est rassemblé. En 1971, c'était la même chose. Avant 1971, avant que Épinay arrive et que François Mitterrand reprenne le Parti socialiste, il y avait plein de forces éparpillées. On est aujourd'hui dans un moment dans lequel les forces centrifuges, à nouveau, sont très fortes. Quand on regarde l'espace électoral, on voit qu'il est extraordinairement éclaté, avec une gauche qui est à la fois rétractée et divisée. Mais que l'espace idéologique, lorsque vous demandez aux Français de se positionner sur une échelle de gauche à droite, 0, très à gauche, 10, très à droite, vous voyez que vous avez 20, 25, 30% de Français qui se situent sur cet espace-là. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est l'incarnation, le projet, et c'est simplement le dialogue entre les uns et les autres. Parce qu'on dit le bon sens, ça ne suffit pas, mais cette espèce de repli sur la pureté des positions de chacun, il est aussi une impasse. Alors, il faut donner pour qu'il y ait un dialogue constructif, il faut donner des signes aux autres. Par exemple, moi, je vais prendre une chose très simple. Il y a quelques mois, Benoît Hamon a dit « Moi, je ne suis pas forcément tête de liste, je n'en fais pas un préalable, etc. » Bon. Qu'est-ce qui a été répondu du côté des Verts ? Ah non, les Verts ne sont ni de gauche ni de droite, ils incarnent la pureté écologiste. Bon. Donc c'est dramatique quand vous avez des partenaires comme cela qui finalement n'arrivent pas à dépasser leur propre, je dirais, leur propre, là pour le coup, ego. Oui, c'est ce que j'allais Donc, c'est ça qui est dramatique. Vous faites ma transition avec la troisième partie, l'union de ces gauches est-elle possible ? Alors, les avis sont partagés. Stéphane Le Foll, dont vous avez probablement lu l'interview dans le journal du dimanche ce week-end, il est très sceptique, je le cite. Certains disent qu'on est d'accord sur tout. Je demande déjà à voir sur quoi. Les écologistes sont pour augmenter la taxe carbone. J'y suis opposé. Benoît Hamon pense que la gauche, c'est lui, mais Génération est crédité de 2,5% dans les sondages. Place publique, c'est tout nouveau. Ils doivent bientôt mettre sur la table leurs propositions. C'est bien, car pour l'instant, nous ne les connaissons pas. Voilà pour le tacle. Ça paraît donc compliqué. Pourtant, les avis ne sont pas aussi tranchés du côté du PCF et de la France Insoumise. Écoutez. Je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes. Notre liste sera largement ouverte à l'ensemble des mobilisations sociales. Celle des Gilets jaunes, mais pas seulement. Il y aura aussi des blouses blanches, des cols bleus, des stylos rouges. Bref, toutes ces catégories sociales qui se sont mobilisées ces derniers mois. Aujourd'hui, on a un vrai point de divergence avec une partie des mouvements de gauche qui, pour moi, continuent ces promesses faites sur l'Europe sociale, etc., sans mettre les moyens qui sont derrière. Et donc, un des points de divergence que nous avons est la méthode pour obtenir un changement radical au sein de l'Union européenne. C'est insurmontable entre vous ? Non, je ne dis pas que c'est insurmontable. On peut par ailleurs avoir des discussions sans aucun problème. Pierre Jacquemin, ce n'est pas insurmontable. Quand on entend Stéphane Le Foll, quand on entend Yann Brossa qui nous dit « Je ne me résous pas à l'éparpillement de la gauche, je tends la main à Jean-Luc et Benoît ». Elle vous paraît possible, cette union des gauches ? Si l'on s'en tient en tout cas aux derniers sondages qui ont été diffusés et qu'on connaît aujourd'hui, il y a seules deux forces de gauche qui sont en capacité d'envoyer des parlementaires au Parlement européen, c'est la France Insoumise et les écologistes. Le reste, pas d'élus. Ça veut dire que pas de représentation. Or, aujourd'hui, on est face à un Emmanuel Macron qui essaie de jouer à un jeu où c'est lui ou le chaos, soit donc Marine Le Pen. Et donc, en jouant à ce jeu-là, effectivement, il écarte la gauche. Donc, à la gauche aussi d'être responsable. On voit bien, quand je disais tout à l'heure que le monde évoluait, on voit bien aussi les dérives de ce monde où, au Brésil, en Italie, beaucoup de pays en Europe, la montée de l'extrême droite est quand même particulièrement inquiétante. Et que donc, sans doute, toutes ces formations politiques ne sont pas d'accord sur bien des choses, mais sur l'essentiel, sur la question démocratique, sur la question écologique, encore une fois, ou même sur la question sociale. Vous dites sur l'essentiel, toutes ces gauches sont d'accord ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent ces gauches. Je pense à Europe Écologie, je pense à Génération, je pense au Parti communiste français, y compris la France Insoumise, quand bien même, effectivement, sur la question européenne, il peut y avoir des désaccords. Mais sur l'essentiel, sur la question sociale, sur la question... Il y a un socle idéologique. Je pense qu'il y a un socle idéologique. Et je pense que ce socle idéologique doit permettre un rassemblement. Le Parti socialiste, je n'en sais rien. Je ne sais pas où il se situe aujourd'hui, encore une fois. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il fait son bilan sur l'échec des social
social-démocratie à l'échelle européenne. Je suis désolé, la montée de l'extrême droite, dans les pays où l'extrême droite est aussi forte, c'est des pays où la social-démocratie a toujours dominé. Donc aussi, il faut qu'il y ait à un moment donné cette réflexion qui soit menée sur l'exercice Mais alors si vous me dites que le socle commun idéologique existe encore, c'est un problème d'ego, alors comme le dit sans doute, il y a un problème d'ego. Sans doute, il y a un problème de qui va être le leader de la gauche de demain. Et sans doute, Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité importante. Et je suis désolé, mais force est de constater que la stratégie populiste n'est pas la plus gagnante en ce moment. Donc il faut aussi qu'il y ait une interrogation du côté de la France insoumise, qui a été le porteur, en tout cas qui a été le porteur d'espoir au moment de l'élection présidentielle. Et je pense que tous, oui, il faut qu'il y ait à un moment donné une réflexion. Est-ce que l'enjeu, c'est d'être présent et de ne pas avoir d'élu aux élections européennes, ou est-ce que l'enjeu, c'est d'avoir le plus de députés de gauche, progressistes, écologistes, socialistes, qui arrivent au Parlement européen? Aujourd'hui, moi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on ait des députés progressistes, mais ça veut dire quoi concrètement pour les gens? Est-ce que ça veut dire que enfin on est dans la rupture? Ça veut surtout dire de ne pas laisser l'extrême droite arriver au Parlement européen. Oui, mais ça suffit peut-être pas, justement. Ça suffit, cette façon de radicaliser le débat entre moi ou le chaos. Est-ce que c'est même pas l'erreur de la gauche d'avoir... Je pense qu'il vaut mieux s'interroger à gauche sur la pertinence aujourd'hui de encore notre modèle de développement qui arrive à ses extrémités et finalement ne crée plus d'emplois, et ne fait qu'aggraver les inégalités et en plus détruit une partie de la planète. Donc est-ce que la gauche est suffisamment mature pour dire il faut avoir le courage de proposer un autre modèle de développement économique, ce qui veut dire un autre modèle de société, des transitions écologiques, une autre façon de partager le pouvoir. C'est terminé, je veux dire, l'homme providentiel. Qu'est-ce qui est justement le plus contesté dans la Ve République? C'est cette notion d'un exécutif unique reposant sur une personne, alors que, d'une certaine façon, quelle que soit l'hétérogénéité du mouvement des Gilets jaunes, il pose la question du citoyen, de la place du citoyen dans l'association à la décision politique, dans son expertise de sa propre vie. Je veux dire, c'est des questions qui ont été posées. Moi, j'ai fait la campagne de Ségolène Royal, donc j'ai des souvenirs de 2007 où on parlait de démocratie participative, où Ségolène Royal disait le citoyen est le meilleur expert de sa propre vie. Au Parti socialiste, on a beaucoup glosé, on a beaucoup ri. Bon, on est aussi... donc, est-ce qu'on est capable, chez les Verts, à la France insoumise, au Parti socialiste, c'est toute la question, on n'arrive pas à avoir une chez réponse, Génération, au moins de regarder dans la même direction, Et moi, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas, et on voit bien le succès de Macron et le fait qu'il ait pillé un certain nombre chez les socialistes qui sont allés vers Macron, avec une aile qui est franchement social-libérale et une aile qui effectivement dit maintenant, il faut changer de modèle de développement. Florent Vadillo et Gilles Finkelstein. Je pense qu'il y a un aspect encore de sociologie politique, c'est-à-dire que chaque entité partisane veut exister. Et Benoît Hamon, comme les autres, il n'y a pas eu de volonté de désistement, il y a la volonté de faire exister une structure qui a été créée, d'essayer de lui donner un débouché politique pour ensuite peser sur des négociations. Donc on peut essayer de faire primer les idées, il y a néanmoins des logiques partisanes à l'œuvre, ce qui explique aujourd'hui la fragmentation de la gauche, qui a été, Gilles Finkelstein le disait, une récurrence dans l'histoire de la gauche. Bon. Après, moi ce qui m'étonne quand on nie la capacité de rassembler. Est-ce que l'on croit, oui ou non, au clivage droite-gauche? Est-ce que ce clivage-là existe? Est-ce que Emmanuel Macron, en faisant une campagne sur l'absence de clivage, n'a pas justement montré par son exercice du pouvoir sa vraie valeur à ce clivage? C'est-à-dire sur les grands choix économiques, sociaux et sur certains points institutionnels, il l'a rétabli, oui. Oui, maintenant il a rétabli à droite, mais là je parle de la campagne, madame. Donc, est-ce que justement ce clivage-là, droite-gauche, il existe? Ceux qui aujourd'hui, ne pas connaître Emmanuel Macron. Ceux qui aujourd'hui, vous l'avez connu mieux que moi, mais ceux qui aujourd'hui nient la capacité à rassembler sont ceux qui veulent justement instrumentaliser l'existence d'un clivage sur lequel ils se positionnent. Benoît Hamon se dit socialiste pour justement exclure toutes les forces qui pourraient se trouver à sa droite. Et Jean-Luc Mélenchon a exactement la même chose, le même discours. Donc en fait, cette intellectualisation en fait du clivage à des fins partisanes vise en réalité uniquement une démarche
politicienne et oublie ce qui permet de rassembler véritablement des forces de gauche. Et je dis pas reste une progressiste. minute, je voudrais la réponse de Gilles Finkelstein. Une minute, parce que j'ai moins parlé, Dominique. Il nous reste Juste une minute. une minute. Je pense que les débats que vous avez soulevés sont des vrais débats et que la réinvention de ce qu'était le socialisme, la social-démocratie, la gauche, autour de la question démocratique, autour de la question sociale, la réinvention autour de la question écologique, sont des vrais débats. Ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a aucun lieu et même aucune volonté de mettre ces questions-là en débat de manière collective. Après, reste la question, et j'en termine par là, du périmètre. Et là, j'ai un point de désaccord. Je pense que la France, pour le coup, et aussi avec Pierre Jacquemin, que la France insoumise, qui ne se situe plus depuis maintenant de nombreuses années. Il faut lire ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon, il faut lire ce qu'est sa stratégie. Il ne se situe plus dans le clivage gauche-droite. Il considère, il a écrit depuis de nombreuses années que le clivage central est un clivage entre le peuple et l'oligarchie, et ce n'est plus le clivage gauche-droite. Et donc là, je pense qu'il y a sauf que son électorat, disons qu'il y aurait un premier, pas tout à fait dans cette optique-là. Et on doit s'arrêter là. Il y aurait un premier périmètre, disons, de génération jusqu'aux écologistes, avec tout ce qu'il y a entre les deux, dans lequel déjà un débat de fond serait un premier pas utile. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat.